Bonjour Brice Teinturier. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de Vue. Vous êtes le directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos BVA et avec Alexandre Guérin qui lui est directeur général et Arnaud Carré qui est également directeur général délégué. Il faut fâcher personne. Vous signez cet essai Au-delà des apparences, des raisons d'être optimiste en France. Vous affirmez qu'il y a donc des raisons d'être optimiste en France alors que 87% des Français croient au déclin. Ça veut dire quoi? Ils ont des hallucinations, les Français? Non, ça veut dire que d'abord, ce pays, évidemment, connaît énormément de fractures, des défis gigantesques. Il ne s'agit pas de les minorer ou de les ignorer. J'ai monté il y a 13 ans le dispositif Fracture Française, donc je connais bien l'immensité des défis et les fractures, Et les notamment le réalités. pessimisme, le déclinisme, etc. Simplement, quand on regarde un certain nombre de thématiques, et quand on regarde de près l'ensemble des données que nous avons, on ne peut pas réduire les Français et ce pays uniquement à ce qui ne va mal. On ne peut pas dire uniquement ils sont pessimistes, ils sont repliés, il y aurait des groupes de Français qui n'auraient plus rien à voir les uns entre les autres, il n'y a plus de lien, etc., etc. Ou, autre stéréotype, ils ne veulent plus travailler, les femmes et les hommes françaises ne veulent plus, les femmes françaises et les hommes ne veulent plus avoir d'enfants, etc. La réalité, elle est plus nuancée. Quand on regarde l'ensemble de la réalité, c'est ça en fait notre objectif, eh bien au-delà des apparences qui sont souvent martelées dans le débat public ou de la doxa ambiante, on découvre que c'est plus complexe que ça et qu'il y a effectivement des raisons d'espérer. Il y a néanmoins, donc, vous l'avez un peu abordé, un grand sentiment de vulnérabilité, de vivre, les Français ont le Oui. sentiment de vivre dans un monde hyper dangereux. Alors ça c'est ma thèse, c'est que tout part du rapport au monde et non pas du local comme on le dit ou ce genre de choses qui sont des conséquences de la transformation de notre rapport au monde. Et nous avons des Français qui évidemment sont immergés dans un monde ultra dangereux aujourd'hui. Alors il n'a jamais été un monde de bisounours ce monde. Dans les années 50-60, au-delà de la nostalgie des Trente Glorieuses, il y avait la menace soviétique, elle était réelle. Mais il n'y avait pas la combinaison de toutes les crises que nous avons aujourd'hui. Et puis je crois qu'il y a eu deux phénomènes extrêmement importants. Le 11 septembre, qu'on a minoré à l'époque, qui est un ébranlement très profond. 19 terroristes, souvenez-vous, qui arrivent seulement à 19 à pulvériser les tours de World Trade Center de la première puissance mondiale. Il y a là un effondrement qui n'est pas simplement un effondrement physique de ces tours, c'est un effondrement de l'ordre mondial tel qu'il avait fonctionné. Et tout le monde comprend intuitivement qu'il y a un danger et que nul n'est à l'abri. D'ailleurs, 2015 en France viendra le confirmer. Pourquoi vous dites que c'était minoré, ce fameux 11 septembre? Parce que je pense qu'on n'a pas Pris la mesure? perçu à quel point les répercussions de cet événement étaient majeures, de manière un peu souterraine, parce qu'en France, évidemment, j'ai envie de dire, la vie continuait. Mais en réalité, et moi le premier, je n'ai pas vu à quel point, en 2001, c'était un ébranlement considérable. Un peu comme un tournant, en fait, le 11 septembre 2001, on rentre dans le 21e siècle, quelque part, c'est On ça? rentre dans une autre phase. Dans cette phase? Tout à fait. Vous voyez, jusqu'en 89, la chute du mur de Berlin, c'est la dernière bonne nouvelle d'un monde qui avait été construit autour quand même de l'idée de progrès. Les choses allaient de mieux en mieux. Alors qu'à un cas, il y avait des avancées, des reculs, c'était pas facile. Mais globalement, l'idée c'était on vit mieux aujourd'hui qu'hier. À partir du début des années 2000, vous avez cet ébranlement d'abord très profond et un sentiment de vulnérabilité qui va s'installer dans la société française. Et vous avez un deuxième ébranlement qui est la crise de 2008, cette fois-ci économique donc, crise de 2008, crise de l'euro de 2011. On l'a un peu oublié, j'ai relu beaucoup d'enquêtes de l'époque, mais c'est effarant le sentiment de peur qui s'empare des Français avec l'idée qu'il y a une clochardisation potentielle pour la France à nos portes, avec l'exemple de la Grèce, de l'Espagne, etc. Et du coup, les Français s'installent dans ce sentiment de vulnérabilité qui appelle une demande de protection face à laquelle tous les dirigeants se sont cassés les dents. Et vous avez d'autres phénomènes, évidemment, qui concourent à cela. L'effondrement de la religion, notamment. Je crois que c'est un point extrêmement important de ce qui pouvait donner du sens à ce qui se passait. La coexistence, ensuite, des polycrises, des crises simultanées qui rendent ce monde encore plus dangereux. Et puis d'autres phénomènes. Il y a, je crois, des ingénieurs du chaos aussi dans ce pays qui jouent la polarité. Des ingénieurs du chaos, ça veut dire des volontés de certains de faire rentrer le pays
De le mettre en tension, tout simplement. De le mettre en tension. D'agiter les tensions. D'attiser les peurs, d'attiser les violences. On le voit dans le spectre politique. Du côté de la France insoumise, pour être très clair, à une époque du côté du Rassemblement national, qui maintenant est plutôt dans un jeu de désextrémisation. Mais vous avez des acteurs qui jouent véritablement cela. Vous avez aussi, pardon de le dire, mais des médias où l'on s'intéresse davantage aux trains qui n'arrivent pas qu'aux trains qui arrivent. Donc tout cela entretient un climat. Mais une fois qu'on a bien décrit ces fractures, ces défis, etc., on trouve quand même des choses beaucoup plus positives. Il y a des tas d'éléments qui unissent les Français. Qu'est-ce qui unit les Français ? Eh bien, par exemple, là aussi, on dit souvent que les Français sont fâchés avec l'entreprise. C'est totalement faux. 80% de confiance à l'égard des PME et un Français sur deux qui déclare qu'il a confiance dans les grandes entreprises, qui n'ont donc pas si mauvaise presse que ce qu'on raconte. Les collaborateurs eux-mêmes dans les sociétés, autre stéréotype qu'on démonte, ne sont pas dans la grande démission, qui n'est jamais arrivée en France. Il n'y a pas eu ce phénomène dont on a beaucoup parlé. Et leur problème n'est pas du tout de ne plus travailler ou de moins travailler. Le travail reste extrêmement important pour les Français. Oui. L'engagement dans les entreprises, ça c'est un point clé, n'a cessé d'augmenter en France et dépasse les indicateurs d'engagement chez les Allemands. Ipsos BVA est un groupe mondial, je le rappelle, on est dans 90 pays, donc on fait beaucoup. Donc ça vous permet de bien sûr, faire le parallèle, etc. Les comparaisons avec les autres pays. Oui. Et le sujet des collaborateurs, c'est pas travailler moins ou ne plus rien faire, c'est le sujet de la formation, c'est le sujet de l'efficacité. Les réunionites aiguës qui ne servent à rien, ça stresse les collaborateurs. Les process, et Dieu sait s'il y en a de plus en plus, qui dysfonctionnent, ça c'est un problème pour eux. Donc la mobilité, la formation, c'est là les vrais sujets sur le rapport au travail des Français. C'est ça les attentes des Français sur le travail. Et quand on se contente de dire les Français ne veulent plus rien faire, franchement, pardon de le dire comme ça, mais on est un peu à côté de la plaque. On ignore les vrais sujets, c'est très dommageable. Et encore une fois, il y a de l'engagement, c'est les collaborateurs. Même sur un sujet comme la natalité, qui crée de l'angoisse. Ce n'est pas que les Françaises ne voudraient plus faire d'enfants. Le désir n'a pas disparu. Non, il est toujours là. En revanche, ce qu'elle mobilise, c'est toutes les difficultés aujourd'hui à faire un deuxième, un troisième enfant, liées par exemple au coût des loyers, notamment dans les grandes agglomérations, Paris, Lyon, etc., liées au fait que vous avez aussi des contraintes de crèche, de garderie, de choses qui vont limiter leur carrière professionnelle. Vous avez des reportages aujourd'hui qui mettent l'accent que sur la galère des femmes qui ont beaucoup d'enfants, et plus du tout sur le plaisir qu'on peut avoir avec une famille nombreuse. Donc vous avez des obstacles au désir d'enfant, mais ce n'est pas le désir lui-même qui a disparu, quand vous regardez d'un peu plus près les choses. Donc vous voyez, tout notre livre, c'est un peu ça, sur la santé aussi. Les Français ne sont pas des irresponsables qui abusent du système de santé systématiquement. Ils font beaucoup plus de prévention qu'avant. Ils sont conscients d'un certain nombre de sujets et ils s'en emparent. Ils s'emparent par exemple de l'IA ou du numérique pour optimiser leur rapport à la santé, les consultations, télétravail, etc. Donc il y a d'immenses difficultés dans le système de santé. Oui, parce qu'il y a quand même une école qui marche moins bien, un hôpital qui marche moins bien, il y a quand même de la violence. Alors je reviens aussi sur la violence, parce que je suis tout à fait en opposition avec la thèse de la décivilisation, et j'ai replongé dans c'est ce que vous dites, c'est ce que vous écrivez, la décivilisation est un mythe, écrivez-vous. La décivilisation, c'est le terme qu'avait employé Emmanuel Macron, je crois que c'était en mai 2023, à l'époque il faisait référence notamment à des policiers tués à Roubaix, à des menaces vis-à-vis des élus, la violence, mi-novembre, ce jeune homme, Mehdi Kessassi, a été tué à Marseille, dans le cadre de narcotrafic, parce que son frère est engagé. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Premier point, il ne s'agit évidemment pas de nier un phénomène d'extrême violence, notamment chez les plus jeunes. Mais quand vous regardez les choses, la décivilisation, c'est le concept d'Elias qui dit que ce qui caractérise les sociétés européennes, c'est progressivement l'intériorisation du refus de la violence. Donc ça prend des siècles, ce phénomène, et ça s'accompagne de beaucoup de choses. Dans le rapport au corps, on devient beaucoup plus pudique, dans un certain nombre d'interdits, et la violence tend à disparaître. La vie individuelle, progressivement, devient une valeur, et une valeur qu'il faut préserver. Si on était dans un phénomène de décivilisation, on aurait une valorisation de la violence. Qu'est-ce qu'on constate ? Mais l'inverse. Dans nos enquêtes, comme dans ce que vous avez rappelé comme fait important, ce sont des éléments qui tétanisent les Français, qui leur font peur. Ils n'adhèrent pas
à la théorie de la violence. Ça serait effectivement, progressivement, une régression. Ils ont au contraire, je pense qu'on est dans une société de surcivilisation. C'est-à-dire qu'on a totalement intégré la violence au point qu'elle nous fait horreur et qu'on rejette toute forme de violence. Au point où elle devient absolument intolérante. Absolument. Intolérable, plus exactement. Tout à fait. Et ce qui fait froid dans le dos, c'est justement ces meurtres, notamment de très jeunes, qui ont augmenté. Vous prenez les statistiques, ce que j'ai fait du ministère de l'Intérieur, il y en avait une trentaine par an, il y a quelques décennies. Il y en a eu, en 2023, 42. Et surtout, ce sont des phénomènes de violence de très jeunes, et de très jeunes contre d'autres très jeunes. C'est ça la particularité de la violence actuelle, en fait. Mais ce n'est pas une explosion de la violence, c'est une valorisation de la violence en France. C'est là où on tord les faits et où on installe aussi, sans nier encore une fois ces phénomènes. Ils sont extrêmement graves et il faut les traiter. Mais il y a une généralisation, comme si la société basculait dans un ensauvagement généralisé qui ne correspond pas à la réalité. Et c'est très difficile ensuite de démonter ces stéréotypes, ce sont des idées reçues, parce qu'il faut être sur une crête, c'est la crête sur laquelle j'essaye d'être, c'est-à-dire de ne pas nier le réel, mais de l'aborder dans sa complexité et sa totalité. Et la complexité, par définition... Elle vous montre un autre visage. Quand vous regardez vraiment ces éléments, avec l'ensemble des données, à la fois des données réelles, mais aussi des données d'opinion, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas que la supposée décivilisation, le déclin, le pessimisme. Tout cela existe, le déclin, le pessimisme, etc. Mais vous avez une société en réalité beaucoup plus agile, beaucoup plus vivante que ce que l'on raconte. Je vous parlais de l'accord, par exemple, sur l'entreprise. Mais il y a plein d'autres sujets où les Français s'accordent. L'attachement au service public, les préoccupations autour de la santé. Mais là aussi, l'attachement au service public, il existe de moins en moins. Ah non, ce qui existe de plus en plus, c'est la peur que le service public se dégrade, disparaisse. D'ailleurs, ça montre en creux à quel point les Français y sont attachés. Mais ils redoutent, et ils ont raison, parce qu'il y a des faits extrêmement objectivables qui montrent, notamment dans le domaine de la santé... Oui, les déserts médicaux. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas attachés. Au contraire, ils y sont tellement attachés qu'ils le redoutent absolument et qu'ils peuvent se mobiliser pour le préserver. Ça va de pair avec un certain nombre de difficultés ensuite à réformer ce pays, à faire en sorte qu'il se transforme. Mais vous avez des passerelles communes sur de très nombreux sujets entre les Français. Donc la description d'une société totalement atomisée, où les individus n'auraient plus rien à se dire, il n'y aurait plus de lien social, est une description largement erronée. Et c'est ça que nous essayons de montrer dans ce livre, au-delà des apparences. Quand vous fouillez véritablement dans les données et leur interprétation, vous avez des éléments qui vous apportent un tableau beaucoup plus nuancé et beaucoup plus vrai, je crois. 65% des Français pensent que le lien social est bon là où ils habitent. On n'en parle jamais. On ne le dit jamais. Donc c'est toujours ce rapport où là où ils sont, là où ils vivent, le côté les Français sont bien dans leur famille, mais c'est ce rapport-là et le rapport au monde où là c'est beaucoup plus compliqué et difficile et dangereux en fait. Moi ma thèse, c'est qu'on parle beaucoup du primat de l'expérience personnelle, et c'est vrai sur les autorités, par exemple, et ou de l'attachement au local, mais ce sont des conséquences de mon point de vue. Ce sont des conséquences d'un rapport au monde qui est devenu ultra dangereux. Et à ce moment-là, vous vous repliez sur le local, etc. C'est la réponse territoriale. Sur sa famille, sur ses amis. Voilà, c'est la réponse territoriale. Vous avez la réponse temporelle, la nostalgie dont on parle beaucoup. C'est très largement une conséquence. Quand vous êtes dans un monde aussi dangereux, où vous vous sentez aussi vulnérable, eh bien vous vous réfugiez soit dans le passé, avant c'était mieux, etc., etc., et puis il y a un business autour de ça, en termes de marketing, les confitures bonne maman, ce genre de choses. La nostalgie, ça marche. Mais vous avez une autre réponse temporelle qui est le carpe diem, et dont on voit dans nos enquêtes mondiales et en France tout particulièrement, c'est en augmentation constante. C'est-à-dire, profitons de l'instant présent, parce que rien n'est assuré et que demain tout peut arriver. C'est peut-être une conséquence du Covid aussi qu'on a vécu. Le Covid a été, j'imagine, très marquant et marqueur, non ? Absolument, dans les attitudes, c'est une forme de traumatisme, parce que ça fait effraction tout à coup dans la vie des gens, c'est une menace de mort. Donc ça participe de ces grands événements qui ont créé ce sentiment de vulnérabilité. Et aujourd'hui, on a une coïncidence de toutes ces crises
il y a la crise environnementale, des éléments économiques, les déficits quand même qui sont extrêmement inquiétants pour les Français, le Covid qui a laissé des traces, l'insécurité qui est très présente dans les préoccupations. Donc vous avez, et puis un ordre mondial encore une fois extrêmement menaçant. La menace russe, la guerre en Ukraine, tout cela on ne l'avait pas il n'y a encore que 10 ou 15 ans. Alors politiquement, qu'est-ce qu'ils attendent les Français? Comment ça peut se traduire? Vous dites dans votre livre qu'ils veulent du long terme. Oui, ils veulent du long terme, ils veulent surtout des solutions efficaces. C'est vraiment un problème d'efficacité de l'action politique. Donc des solutions efficaces à tous ces grandes difficultés. Et ils veulent, et c'est ça le plus difficile, je crois, Oui. de la protection. De la protection. Donc dès que vous enlevez, oui, sentiment de vulnérabilité, demande de protection. Ce n'est pas un pays libéral où on se dit on va se prendre en main et se débrouiller tout seul. C'est toujours ce rapport aussi à l'État-providence. On attend, exactement. On attend beaucoup de l'État, on attend beaucoup des politiques. Trop peut-être. Ah, mais je pense qu'on attend trop, effectivement, parce que si l'État est incapable de délivrer ce que les Français attendent, ou si les politiques n'en sont pas non plus capables, eh bien à ce moment-là, il y a non seulement la peur, mais la rancœur aussi à l'égard des politiques, et la tentation de solutions où certaines formations vous disent « mais vous ne nous avez pas essayé ». Et nous y arriverons. Donc cette demande ou alors est de ne tellement pas forte. faire partie de ne pas s'inscrire dans l'action politique ou tout simplement de ne pas les voter en fait. Ça, c'est un livre que j'ai écrit il y a 7 ans sur le PRAF. Oui. PRAF pour plus rien à faire. Ce sont, ou plus rien à foutre dans une forme plus rugueuse. Ce sont ces Français qui se désengagent progressivement de la politique tellement ils sont déçus. Donc c'est un phénomène très ancien, celui que vous évoquez, qui a pris effectivement, moi j'en suis convaincu, une importance aussi très forte. Et là, on est dans des éléments de défiance. Donc notre livre, il cherche simplement à trier ce qui relève de tout ce qui ne va pas, mais aussi de ce qui va bien. Notre métier, et moi tout particulièrement, ce n'est pas d'être optimiste ou pessimiste. C'est de décrire la réalité le mieux possible. Et quand vous faites ce travail, on a réuni, parce que c'est pas simplement trois personnes qui ont écrit ce livre, on a réuni à Ipsos BVA les experts qui travaillent en permanence. On est des équipes spécialisées sur le travail, sur la santé, sur l'IA, sur le luxe, sur toute une série de thèmes sur l'automobile. On les a fait travailler en leur demandant tout simplement qu'est-ce que tu vois dans ton domaine, comment ça a évolué. Et c'est là où petit à petit, moi j'en étais convaincu, mais dans le domaine notamment sociétal, mais où petit à petit on a vu partout que les stéréotypes ambiants ne correspondaient pas à la réalité. Donc il y a des choses très inquiétantes dans ce pays, des défis immenses, mais il y a aussi des choses qui marchent bien. Et des Français, encore une fois, plus agiles, plus performants, plus capables de se transformer que le tableau d'une noirceur absolue qu'on nous présente. Par exemple, les Français ne sont pas des Gaulois réfractaires, c'est pas vrai. On l'a vu au moment du Covid, ils sont quand même très bien alignés, parce que la peur était là aussi, et qu'il y avait une demande de protection. Et même si c'est un pays éruptif, c'est aussi un pays qui s'est beaucoup transformé. Alors on peut se lamenter, et il y en a qui le font, sur ce que n'est plus la France. J'ai envie de dire, ils vont continuer à se lamenter pendant longtemps, parce que le monde se transforme et la France se transforme. Donc il faut être capable de faire face à ces mutations, d'où l'agilité, et d'abord de les reconnaître. Oui. Merci Brice Teinturier d'avoir été en direct avec nous sur le plateau de Point de Vue. Je rappelle le titre de votre essai co-signé avec Alexandre Guérin et Arnaud Carré, Au-delà des apparences, des raisons d'être optimiste, aux éditions La découverte. du Cherche Midi. Cherche Midi, oui. Merci.